Avec une population estimée aujourd'hui à plus de 12 millions d'habitants, la République de Guinée s'est dotée d'un système national de santé qui devrait répondre aux exigences du développement humain en rapport avec la disponibilité des ressources et l'objectif ultime de l'accès universel aux soins de santé. Le pays est aujourd'hui confronté à des obstacles structurels et reste très vulnérable aux chocs et facteurs de tout ordre qui ont une influence sur son système de santé, y compris le financement du secteur de la santé. La santé en Guinée s'est améliorée depuis la période coloniale, certainement. Depuis les années de l'indépendance, depuis les années 90 jusqu'à 2000, il y a eu des progrès indéniable dans ce secteur de la santé. Malgré ces progrès et ces investissements, il y a encore de nombreux gaffes qu'il faut corriger pour permettre d'améliorer l'état de santé des populations, comme c'est un peu la vision de la politique nationale de santé. Les problématiques identifiées ont justifié le financement par la Fondation Osiwa d'une étude sur la sécurisation de l'aide publique au développement en République de Guinée et ailleurs. La question de la sécurisation de l'aide publique au développement en matière de santé devient de plus en plus préoccupante pour les pays qui reçoivent de l'aide extérieure. Et pour la Fondation Osiwa, les questions de services publics, notamment en termes de santé et d'éducation, sont des questions qui occupent une place importante dans notre plan stratégique. Nous avons eu à réunir des partenaires venant de différents pays de la sous-région, dont la Guinée, pour essayer de se pencher un peu sur cette question, en essayant de répondre à 4 défis majeurs. Le premier défi, c'était celui du pouvoir de décision. Et le deuxième, c'était celui de la tendance de voir de l'aide extérieure de plus en plus militarisée. Le troisième défi, c'était celui de la transparence de l'aide publique au développement. Et le quatrième défi, c'était celui de l'utilisation optimale des ressources dans un contexte de ressources limitées. Donc on a voulu comprendre par là quel est le rôle que pourrait jouer la société civile pour s'assurer que le contrat social donc, qui lie les gouvernants des gouvernés reçoit toute la plénitude de son contenu, notamment sur les questions de santé. Réunie à Dakar en février 2019 avec des représentants de plusieurs pays de la sous-région, la Fondation Osiwa s'est engagée à financer l'ONG Destin en main pour la réalisation du projet sur la sécurisation de l'aide publique au développement en matière de santé en République de Guinée. Le but de ce projet, c'est la réalisation d'une étude sur la sécurisation de l'aide publique au développement en matière de santé, mais également la production d'un film documentaire et un site internet sur la sécurisation de l'aide publique au développement en matière de santé. Au niveau national, ce projet vise l'amélioration du système de santé, mais également la mise en œuvre efficace du plan national de développement sanitaire PNDS. Sans oublier la résolution des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines, des infrastructures, le matériel sanitaire, les équipements, mais aussi les médicaments. C'est vraiment de comprendre les tendances de l'aide publique au développement en matière de santé sur les 10 dernières années en République de Guinée. Faire également un plaidoyer pour changer le discours des donateurs et une meilleure gestion de l'APD par nos autorités. Également, améliorer l'accès aux soins de qualité des populations. La politique sanitaire du pays porte sur le renforcement du système de santé et l'amélioration de la fourniture des soins de santé qui tous constituent des défis depuis plus de 10 ans. Le système de santé de la République de Guinée est quasiment basé sur le découpage administratif.
et les structures de soins. Dans chaque région administrative, nous avons un hôpital régional. L'hôpital régional joue le rôle de référence pour les hôpitaux préfectoraux. Ok, donc au niveau national, vous avez le CHU de Donka et le CHU d'Iazrine, plus l'hôpital national de référence de Kipé. Il y a une enquête qui a été faite avant Ebola qui a montré que presque 37% des populations reconnaissent qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits du système de santé et de l'offre de santé à leur endroit. Et parmi les raisons invoquées, il y a le coût élevé des soins, la cherté des soins, l'insuffisance du personnel médical qualifié et l'éloignement des structures sanitaires et la rupture des médicaments. Je pense que tout ça montre un peu l'attente des communautés par rapport à notre système de santé. Et ça veut dire que quelque part, nous devons être à une écoute attentive de ce que attendent les communautés par rapport à leur système de santé. Quatrième cause importante, c'est le système de protection sociale ou de filet social. Actuellement, nous n'avons que la Caisse nationale de sécurité sociale pour couvrir ne serait-ce que les travailleurs qui sont régis par le Code du travail. Et cela ne représente que 6% de la population. Donc ça, c'est un grand gap. Quand on tombe malade aujourd'hui, des études sur les comptes nationaux de la santé qui ont été faites par l'OMS ont montré quelques années passées que 62% des ménages font face à leurs dépenses de santé. Alors imaginez qu'un ménage avec un certain nombre de personnes qui tombent malades et tu payes cash quand tu es malade. Pour répondre à ces défis, plus d'un audit institutionnel et autres réflexions pointues mettent en exergue un certain nombre de questions stratégiques auxquelles tentent de répondre les parties prenantes. Les acteurs déplorent l'inadéquation des allocations budgétaires au secteur de la santé au niveau national et recommandent de les rehausser. Il est important d'augmenter le financement de la santé, le financement interne. Normalement, le minimum, le pourcentage alloué à la santé sur le budget national doit être de 15%. Et c'est un combat que nous menons depuis très longtemps. Actuellement, la société civile dispose d'un observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé soutenu par le Fonds mondial qui fait le monitoring de tout ce qui est difficulté d'accès aux services de soins et qui remonte des informations afin de pouvoir corriger. Bon, vous allez voir le lien avec la sécurisation de l'aide budgétaire liée à la santé. C'est d'abord que de veiller à la gratuité des produits qui sont consacrés. Donc actuellement, la société civile est dans ce rôle. L'autre rôle aussi que la société civile joue actuellement, c'est à travers la plateforme Démocratie sanitaire et implication citoyenne, qui est une plateforme du suivi des politiques publiques de santé et aussi de la gestion des ressources même allouées. Les parlementaires ne sont pas en reste. Dans ce processus de sécurisation de l'APD, il faut aussi compter sur les ressources internes. Ainsi, conseillent les élus. Mais il y a des efforts que le gouvernement fait. Après beaucoup de plaidoyers au niveau des députés, des parlements auxquels j'appartiens aujourd'hui, des plaidoyers au niveau des organisations de la société civile pour améliorer les budgets de la santé dans nos pays en dépit des difficultés que nous avons. Ces budgets, le rapport en a fait mention, en attendant de pouvoir les améliorer pour atteindre les objectifs prescrits à chacun des gouvernements, sont aujourd'hui complétés par l'aide publique au développement. Cette aide publique au développement, malheureusement, s'amenuise et cela interpelle les décideurs de nos nations respectives à faire un plus. Non seulement elle s'amenuise, elle reste accrochée à beaucoup de conditionnalités. Ce n'est pas seulement la conditionnalité de la sécurisation de la santé, mais il y a d'autres conditionnalités politiques qui sont accrochées à l'aide publique au développement pour justifier simplement pourquoi elle s'amenuise. Donc la réduction de cette aide publique au développement au niveau international fait que c'est une interpellation aussi à nos décideurs de faire des efforts pour compter
sur nos ressources locales. Le partenaire le plus important en Guinée aujourd'hui, c'est le Fonds mondial dans le domaine de la santé qui accorde plus de 200-300 millions de dollars pour 3 ans pour financer contre le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies. Alors ça, c'est du point de vue ressources extérieures. Alors quand même, on voit le budget de l'État. Le budget du secteur de la santé est en forte augmentation. Autant de compter, il était au point de 2-3%. Aujourd'hui, nous sommes presque 8%. Nous allons vers le respect des critères régionaux, mais des efforts ont été faits pour son augmentation. Pour plus de transparence, pour plus d'équité, il est fondamental que les ressources soient dirigées vers les populations, les zones géographiques, les interventions et les services prioritaires, dans un contexte de dialogue inclusif qui implique l'ensemble des parties prenantes, y compris les représentants des bénéficiaires qu'on oublie souvent dans le processus de planification, en vue de garantir l'efficacité, la durabilité de manière transparente et responsable. Si il y a discordance entre la définition des priorités et l'allocation des ressources, nous assisterons à des investissements perdus. Le conseiller principal du ministre de la Santé évoque l'importance de cette étude. L'intérêt de cette étude est d'attirer l'attention des différents concernés sur les résultats et les performances mitigées, ainsi que sur les tendances qui ont caractérisé les interventions de l'aide publique au développement en Guinée, tout en mettant en évidence les résultats de l'analyse des tendances quantitatives et qualitatives de l'aide publique au développement dans le financement du secteur de la santé. Il aborde principalement les questions de coordination et d'effectivité de cette aide au regard du développement du système de santé publique. Il explique aussi les changements dans l'écosystème institutionnel et financier national et international sur les questions liées à la compétitivité, la justice sociale en matière de financement de la santé publique en République de Guinée. Toutes les actions que nous mènerons par rapport à ce projet, notamment la réalisation de l'étude et toutes les recommandations qui sont contenues dans l'étude, pourront permettre au public d'avoir une certaine motivation à demander des comptes auprès des autorités publiques par rapport à l'aide qui entre dans ce pays, soit par eux-mêmes, soit à travers l'Assemblée nationale ou les autorités qui les représentent. Malgré les efforts fournis par les autorités sanitaires, la demande et les difficultés d'accès aux soins sont énormes et les problèmes persistent. Malgré tous les efforts qu'on a fournis, il y a des ruptures de médicaments parfois dans certains endroits. Il y a la généralisation ou la tendance à la vente illicite des médicaments à tous les niveaux. Il y a un peu le manque de certaines spécialités à l'intérieur du pays. Par rapport aux normes définies par l'OMS, vous vous rendrez compte qu'il y a un problème de quantité, c'est-à-dire du nombre. Il y a un problème de personnel qualifié. Il y a aussi un problème de distribution de ce personnel. Ça, c'est un problème que tout le monde connaît. Quand vous prenez la catégorie sage-femme, vous vous rendez compte que plus de 50%, voire 54% selon l'étude récente que nous avons faite, des sages-femmes travaillent à Conakry. Alors que Conakry n'a que 15% de la population guinéenne. Les 85 autres pourcents sont à l'intérieur pour les moins de 50% du personnel, ce qui exprime clairement le déséquilibre qui est au niveau du personnel. Cela ne peut être résolu que si on met l'homme au centre de nos préoccupations. L'homme en tant que personne malade, en tant que population, en tant que... et avec des professionnels motivés et des professionnels engagés et des professionnels compétents. En notre temps, suivi faisait qu'il y avait une morale et de l'éthique. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc, on est pressé pour avoir les ressources, on est pressé pour s'enrichir, on est pressé pour réussir. Vous voulez faire en un an ce que les autres ont fait en 20 ans. Il y a des DPS qui ont 15 à 20 ans, qui n'ont jamais bougé ou qui sont toujours restés à leur position et qui sont nommés par décret, y compris les directeurs des hôpitaux.
Ils sont vieillissants. Comment renouveler ces ressources humaines? Aujourd'hui, même si tu veux changer un DPS, tu ne peux pas. Il est nommé par décret. Ça a des avantages comme des inconvénients. Mais quand quelqu'un doit gérer des ressources humaines, tu n'as pas participé ni à sa nomination ni à chose, il n'a pas tout le respect qu'il te vaut. Pour remédier aux différents problèmes du système de santé, les acteurs de la société civile interpellent également les parties prenantes. Le paludisme continue de sévir et tuer des personnes qui ne devraient même pas mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une chaîne de compétences qui intervient dans l'éradication du paludisme. Notamment lorsqu'on prend le ministère de l'Habitat, les mairies pour ce qui est de la propriété de la ville, lorsqu'on prend l'accès à l'eau ou alors l'assainissement même en tant que tel, ça pose problème. Et il y a d'autres chaînes de compétences qui doivent accompagner la volonté politique du ministère de la Santé à éradiquer ces maladies. Quand on prend la santé maternelle et infantile, la demande est énorme. On dit que la césarienne est gratuite, mais ce qui est autour de cette césarienne-là peut être beaucoup plus compliqué que la césarienne elle-même. À supposer qu'une personne bénéficie d'une césarienne gratuite et que les heures qui suivent la césarienne, elle a une hémorragie, il n'y a pas de prise en charge et la personne peut en mourir. Donc en matière de santé, la demande est énorme et les difficultés d'accès aussi sont énormes. En vue de répondre aux attentes des populations, le ministère en charge de la coopération et de l'intégration africaine a développé une politique nationale de l'aide publique au développement. D'abord au niveau institutionnel, on a créé la Direction générale de la coordination des aides au développement. Ensuite, on a développé une politique nationale de l'aide qui nous permet de sélectionner l'aide qui répond aux attentes des populations, aux attentes du gouvernement et qui répond donc aux besoins effectifs du pays. Et ensuite, promouvoir les réformes institutionnelles pour une meilleure absorption de cette aide au niveau des institutions nationales, au niveau des projets, à travers la formation des ressources humaines appropriées et ensuite à travers le respect des engagements que le gouvernement prend dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration. La déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement avait élaboré un certain nombre de principes dont l'alignement, l'harmonisation, l'orientation vers les résultats et la redevabilité mutuelle. Les pays en développement éprouvent encore des difficultés pour faire respecter ces principes par les partenaires. Chaque partenaire exigeant encore des procédures spécifiques, ce qui multiplie la charge de travail pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, le ministère des Finances, que ce soit les prêts et les dons, joue un rôle important dans la mobilisation de ces ressources parce que, comme vous savez, la loi des finances consacre au ministre des Finances l'habilitation à engager financièrement les conventions de financement. Donc aujourd'hui, le ministère joue pleinement ce rôle et même l'article 4 de la LORF, la loi organique relative des finances, est clair là-dessus, que tous les partenaires, les bailleurs de fonds qui contribuent au financement de projets en Guinée sont tenus d'informer le ministre des Finances de l'utilisation des ressources qui sont consacrées au développement de notre pays. Donc le ministre des Finances joue ce rôle d'interface entre le gouvernement et ses partenaires, même si dans certains cas, il y a des ressources qui échappent au budget de l'État. Pour améliorer cette situation et en tirant les leçons de l'audit institutionnel et organisationnel du ministère de la Santé, nous avons entrepris depuis 2018 le processus de mise en place de l'unité d'appui à la gestion et coordination des projets et programmes financés avec des fonds extérieurs. L'objectif de cette unité, rattachée au cabinet du ministre, est d'améliorer la gestion des financements extérieurs afin d'assurer une absorption efficiente des fonds, assurer la gestion des financements selon les standards internationaux et enfin éviter le remboursement par le gouvernement des fonds insuffisamment ou non justifiés. À ce jour, cette unité est fonctionnelle et assure la gestion mutualisée des financements du Fonds mondial, de la Banque mondiale et de Gavi pour un portefeuille de plus de 100 millions de dollars. Dans le but d'améliorer la santé de la population,
Le gouvernement guinéen a introduit en 2016 une loi qui criminalise et réprime le trafic des faux médicaments. Medicrime, une institution créée à cet effet, s'active sans relâche dans la lutte contre ce fléau dans le pays. Chaque seconde, chaque jour, des individus meurent à travers le monde à la suite des faux médicaments. Donc au niveau de la Guinée, des dispositions déjà ont été prises. Et cette lutte remonte depuis tant d'années, mais sous plusieurs formes, à travers des actions de répression, des actions de descente de terrain, mais aussi des mesures. Mais la mesure la plus adaptée, c'est la loi pharmaceutique, la loi L024. Donc dans cette loi, il y a un ensemble d'ossature qui parle non seulement des attributions, des activités liées à l'exercice de la pharmacie. Donc la convention Medicrime est une convention qui a pour premier objectif de protéger la santé publique, mais aussi protéger les victimes des faux médicaments, mais également créer un cadre d'échange à l'échelle internationale pour que nous puissions être en mesure de protéger notre population, mais aussi protéger les autres. Donc l'apport de Medicrime par rapport au système de santé est vraiment capital, non seulement visant à rassurer la population par rapport au système de santé, mais aussi sécuriser les dons et les aides que les institutions apportent au niveau du système de santé, surtout dans le domaine du médicament, dans le domaine vraiment de tout ce qui peut accompagner le système de santé. Au ministère de la Santé, on se félicite des acquis et des avancées dans la mise en place des politiques de gestion des épidémies et des pathologies infantiles. Le taux de mortalité infantile est passé aussi de 125 à 111 pour 1000. Le paludisme qui est parti de 44% à 15%. La mortalité néonatale aussi a régressé, nous sommes à 20 pour 1000. Ça, ce sont les avancées. Malgré les faiblesses qu'on a citées, ces avancées sont là depuis le changement opéré dans notre pays. Avant 2012, le visage a changé entre 2012 et 2020 par plus de personnel, plus de médicaments, plus d'équipements et plus de ressources financières. Mais cependant, nous reconnaissons les défis qui sont encore là et qu'il faut les agresser. Cependant, cette politique manque de moyens pour couvrir tous les besoins. L'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS est au devant de la lutte contre les épidémies d'Ebola, de Marburg, de fièvre Lassa et la pandémie de coronavirus. Elle souligne certaines difficultés. Et au vu des réalités que nous connaissons avec la flambée des épidémies en République de Guinée et les contraintes auxquelles l'Agence nationale de sécurité sanitaire alors fait face dans le cadre de la riposte à ces épidémies, je dirais que le volume n'est pas en adéquation avec les attentes. Dans la mesure où il y a assez d'activités qui nécessitent alors une forte mobilisation alors des moyens. Et souvent, quand ces ressources ne sont pas disponibilisées à temps, on est obligé parfois de se rabattre sur l'appui des partenaires techniques et financiers. Et ces ressources viennent à un moment donné où l'épidémie a pris déjà une proportion inquiétante. C'est pourquoi moi je pense que, en toute évidence, que l'aide publique qu'on nous accorde ne reflète pas aux besoins. Et par expérience assortie d'Ebola, quand la première survenue s'est arrivée chez nous, on n'avait pas suffisamment alors de moyens. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de centre d'abord habilité ou approprié pour prendre en charge des malades. Le rapport national sur la sécurisation de l'aide publique au développement dans le secteur de la santé en République de Guinée, qui a été validé par plusieurs organisations nationales et les partenaires au développement, contient bon nombre de recommandations visant le renforcement du système de santé et l'amélioration de la qualité, de la quantité et des flux de l'aide. Nous espérons que les résultats de l'étude sur la sécurisation de l'aide publique au développement donneront au ministère de la Santé des arguments pour améliorer les dispositions déjà mises en place. Je voudrais rassurer nos partenaires que le gouvernement guinéen, sous le leadership du président de la République, avec sa nouvelle vision qui est de gouverner autrement,
prendra toutes les dispositions utiles pour améliorer la sécurisation de l'aide publique au développement. Vivement donc que nous tous nous donnions la main. Ce n'est pas une action seulement des gouvernements, c'est une action de l'ensemble des intervenants. Mais c'est d'abord la responsabilité nationale. Les représentants des organisations de la société civile doivent désormais interpeller les décideurs pour que les ressources qui leur sont affectées arrivent effectivement aux bénéficiaires. Les gouvernements sont engagés dans l'optique de l'amélioration de la gouvernance. Il faudrait que les bénéficiaires, que sont les organisations de la société civile, veillent à ce que l'amélioration de la gouvernance par les gouvernants ne soit pas un discours, mais une réalité. Et cela interpellera les bailleurs de fonds qui compléteront l'action au niveau national. L'action internationale ne sera qu'un appoint. Donc, vivement que nous nous donnions la main, que nous puissions soutenir ce secteur prioritaire dans la santé.